Merci pour votre présence. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'art politique de la fidélité en pratique. Et j'ai mis comme sous-titre Combattre le diviseur. Alors, l'idée de cette petite série, comme d'habitude, c'est d'essayer de donner des petites clés pour aider à la pratique du combat royaliste et de la restauration. Voilà, des petits topos. Une fois par mois, je fais cela. Et aujourd'hui, j'ai appelé ça. Alors, c'est à la fois assez général et peut-être ça va sembler un peu, comment dire, euh, pas ésotérique, mais évanescent à quelques-uns des spectateurs. Mais c'est en fait quelque chose de à la fois très important, à la fois très difficile à mettre en pratique, et en même temps d'universellement, qui dans l'expérience, chacun d'entre nous, nous nous y confrontons un jour ou l'autre et d'une façon ou d'une autre. Je rappelle le titre, donc l'art de la politique, politique de la fidélité en pratique et combattre le diviseur. Donc, on se souvient, ce petit cycle de topos, c'est pour la restauration en pratique. Et la restauration en pratique doit être intégrale. Intégrale, ça veut dire qu'elle doit se faire dans toutes les dimensions de notre vie, qui n'est pas simplement une politique politicienne, qui n'est pas simplement faire du bruit sur le devant de la scène, qui n'est pas simplement avoir des idées intellectuelles dans des revues universitaires pour ceux qui sont comme ça, par exemple, qui n'est pas simplement faire du militantisme, j'allais dire, habituel, mais qui est aussi appliquer en fait finalement les principes de la doctrine légitimiste qui sont aux yeux de l'histoire, enfin à la lumière de l'histoire et à la lumière de la doctrine catholique, et donc en fait à la lumière de cette synthèse de la longue histoire française qui a été faite entre la royauté et la doctrine catholique, donc la royauté très chrétienne, la royauté restaurée déjà dans sa blessure originelle et parfaite dans le sens, enfin rendue plus parfaite, perfectionnée par le travail de la grâce qui a permis de donner, nous le verrons d'ailleurs dans une autre conférence un peu plus tard, des aspects que aucune royauté naturelle, donc notre royauté catholique, ont pu arriver à ça, enfin, on donnait un aspect donc très chrétien, sans nier les aspects naturels importants, et tout à fait rempli donc à la fois de justice et de charité. Bon, mais ces mêmes principes s'appliquent à toutes les dimensions de notre vie politique, et notre vie politique donc évidemment se déroule, notre vie politique s'applique aussi par rapport à notre fidélité au roi et à notre travail par rapport au bien commun du pays en entier, mais notre vie politique se déroule aussi dans notre service au bien commun, des biens communs, c'est-à-dire plus réduits, enfin réduits à des sociétés politiques qui sont plus petites et plus proches de nous, donc nos familles, nos paroisses, nos quartiers, nos villages, nos régions, et j'allais dire en premier aussi nous-mêmes. C'est la charité bien ordonnée. Donc aujourd'hui, ça va être à la fois très pratique, mais en même temps, ça va être des principes voilà, qui ne sont pas forcément faciles à dire, plus difficiles à mettre en pratique. Donc c'est-à-dire dans nos groupes en particulier, puisque la plupart de ceux qui regarderont cette vidéo ou qui écoutent, euh, c'est dans le combat politique, donc dans les groupes de militants. Et dans ces relations-là, ça peut être aussi dans les paroisses, c'est quelque chose qui arrive, enfin, quand chacun va s'y confronter. C'est dans ces groupes appliquer donc de façon intégrale l'éthos royaliste, la doctrine légitimiste, et en particulier, et nous savons à quel point cette valeur, qui pour le coup est une vraie valeur, c'est la fidélité. La fidélité, hein, légitimiste, nous faisons tout notre possible pour être fidèles au roi,
et cette fidélité doit se décliner évidemment dans toutes les structures politiques afférentes, et donc être fidèle à nos groupes légitimistes, fidèle aux chefs qui les animent, fidèle à nos familles, fidèle à nos paroisses, etc. etc. hein, parce que, alors déjà, avant même de rentrer dans ce que je voulais dire dans le sous-titre, combattre les diviseurs, on va voir, disons tout de suite que cette vertu de fidélité est tout à fait clé, d'autant plus à notre époque, qui nous enseigne de façon systématique, on va dire, euh, l'inverse de la fidélité, le contraire plutôt de la fidélité, qui nous apprend en fait plutôt la vertu par défaut, donc par manque de fidélité, et donc cette sorte de... euh, on nous enseigne l'adultère dans tous les sens du terme et dans toutes les dimensions du terme, c'est-à-dire l'indépendance, c'est-à-dire qu'il est bon, qu'il serait bon plutôt de toujours changer, de ne pas persévérer, dès qu'on a une petite difficulté dans une paroisse, dans un groupe, et en fait, j'allais dire en général pour n'importe quelle activité, de picorer, de changer, dès qu'il y a un problème humain, dès qu'il y a une dispute, dès qu'il y a quelqu'un qui ne nous revient pas d'une façon ou d'une autre, voilà, de partir. Avec un côté parfois un peu, j'allais dire, peut-être afférente au rousseauisme, dans le sens où on a cette sorte de soit excessive, un excès d'optimisme, on croit que tout va bien, que tout le monde est bon et que tout le monde est gentil, puis le jour on réalise que c'est pas le cas, on tombe dans une sorte de désespoir, et pour oublier ce désespoir, on change pour repartir sur un endroit où tout est soi-disant neuf, et puis donc on repart sur ouais, tout va être bien, tout est gentil, est beau, et puis finalement on retombe sur les mêmes hommes, parce que les hommes ne changent pas ici et là, ou on se retombe sur soi-même, parce qu'en fait souvent quand on change, quand on picore, quand on va ici et là, c'est aussi pour se fuir soi-même, hein, parce que souvent les problèmes qu'on peut avoir avec les autres, c'est aussi une, une façon en fait que le bon Dieu utilise pour nous confronter à nous-mêmes et à nos défauts, à nos péchés, à nos vices, voilà. Euh, ou inversement, hein, mais c'est finalement l'autre pendant du rousseauisme. Comme je disais, c'est un pessimisme excessif qui frise et qui tombe parfois ou souvent même dans le désespoir. Et voilà, d'un point de vue politique, on pourrait dire c'est une certaine forme de providentialisme mal compris qui abandonne toute action. Voilà, ce genre de choses. Bon, donc finalement, pour ceux qui sont un peu, disons, sensibilisés, j'aime pas ce mot, mais disons au courant de la doctrine légitimiste, et qui sont un peu éveillés par rapport aux problèmes politiques profonds qui traversent notre pays, le monde, et de l'étendue des erreurs politiques, vont très bien comprendre que la fidélité est très importante. Et souvent, par l'histoire, j'espère aussi par des exemples en chair, en os aujourd'hui, de gens que l'on peut découvrir, qui sont fidèles, on est attiré par, ces fidélités, par la fidélité. Et c'est normal, et c'est bien, et c'est nécessaire. Et l'important, c'est de la mettre en pratique. Et là, tout de suite, c'est une autre paire de manches. Parce que la fidélité, même, hein, je veux dire, sans parler des difficultés doctrinales aujourd'hui, sans parler des erreurs qu'on nous apprend comme si c'était des vérités, et des encouragements euh, à être faible, à commettre des péchés, ou enfin en gros à être infidèle, sans parler même de ça, euh, bonjour. Sans parler même de ça, la pratique de la fidélité, même quand par ailleurs la société est saine, les valeurs sont saines, la société est ordonnée. Voilà, imaginons que demain il y a une restauration, etc., et que vous êtes dans des groupes qui sont sains. Bah, même comme ça, la pratique de la fidélité n'est pas facile.
Parce que comme toute vertu, toute pratique de vertu n'est jamais facile. Parfois, on a des grâces que le bon Dieu envoie qui nous la rend facile pour nous aider à y rentrer dedans. Mais à un moment ou à un autre, il y aura toujours des difficultés, c'est normal. On reste blessé. Et cette vertu, comme toutes les vertus, a sa difficulté. Parce que, comme disait saint François de Sales, là où il y a de l'homme, là où il y a des hommes, pardon, il y a de l'hommerie. Hein, ce qui signifie que tout homme blessé par le péché originel et même restauré par la grâce garde toujours son vieil homme, sa vieille peau quelque part, et ça ressort forcément à un moment ou à un autre. Et plus ou moins, en fonction des personnes, on a ce vieil homme qui ressort et qui parfois prend les rênes et peut faire du mal. Donc, je disais que la fidélité, la pratique de la vertu de la fidélité, que nous, en tant que légitimistes, on cherche à appliquer, qu'on sait qu'elle est une vertu politique très importante, puisque c'est la fidélité qui permet la continuité politique, c'est un peu l'huile dans les rouages de l'ordre hiérarchique. Comme dans le mariage, la fidélité est absolument capitale pour construire une famille sur le long terme, et que cette famille, alors déjà dans le couple lui-même, dure toute une vie et crée des fondements solides pour l'éducation des enfants, pour que les enfants deviennent des adultes, j'allais dire, perfectionnés dans la vertu, qui soient des hommes vertueux et qui puissent eux-mêmes être de bonnes personnes, de bons hommes, dans le sens, voilà, qui pratiquent la vertu, etc. On sait à quel point c'est important. On sait à quel point c'est important dans une famille, dans une maison, avec un nom, la fidélité au nom. C'est cette fidélité à ses ancêtres qui va faire qu'une famille va durer plus qu'une génération et que quel que soit ce qui arrive, les difficultés, les guerres, les révolutions, enfin tout ce que vous voulez, il y a plein de choses qui peuvent avoir, la mort, la maladie, des choses qui sont aussi extérieures. Ce qui va permettre de traverser tout ça, c'est cette fidélité. Et c'est pareil, c'est la fidélité dans la religion, qu'on appelle plus habituellement la persévérance. C'est-à-dire, quelles que soient les croix, quels que soient les doutes, quelles que soient les désolations, quelles que soient les difficultés, on se tient à la fidélité au bon Dieu, et c'est ça qui va permettre d'accroître ses vertus et d'accumuler des mérites et de permettre de mériter pour la conversion d'autres. Et cette fidélité est donc le premier, hein, comment c'est la première cellule politique, c'est la famille, restreinte, élargie, ensuite la paroisse et ou le village, et disons pour nous, notre groupe, notre cercle politique, notre groupe politique, notre section d'action légitimiste près de chez nous, et ça va être nos premières cellules politiques où donc il est tout à fait important d'appliquer cette restauration intégrale et qui passe par une de ces vertus cardinales, on pourrait dire, si vous me permettez l'expression, de cette fidélité. Et donc, l'idée, c'est essayer d'expliquer, donc comme je disais, c'est que en pratique, la pratique de la vertu est toujours difficile, et c'est toujours difficile aussi pour cette vertu particulière de la fidélité. Et pourtant, elle est absolument clé. Parce que comme je le disais, quand la fidélité n'est plus là, alors la fidélité ne doit pas, je vais l'expliquer juste après, la fidélité ne doit pas être une obéissance aveugle non plus. Mais aujourd'hui, dans les temps qui courent, disons qu'on aurait plus tendance à tomber dans l'infidélité pratique ou la rébellion automatique plutôt que dans l'obéissance aveugle. Donc, vu les temps qui courent, il est certainement plus adéquat d'insister sur l'importance d'une fidélité docile et obéissante, puisqu'on aurait tendance à toujours aller dans le sens inverse d'une rébellion automatique et ce qui se défie de l'autorité par réflexe. Peut-être que dans d'autres époques, il faudrait insister
plus sur les dangers de l'obéissance aveugle. Ce qui n'empêche pas qu'il ne faut pas obéir sans aveugle. Mais avant, disons que pour en arriver à le problème de l'obéissance aveugle, je pense que aujourd'hui c'est plutôt très rare. Enfin, c'est minoritaire. Je veux dire, dans nos groupes royalistes ou dans des choses qui sont un peu associatives, des choses qui sont un peu bénévoles, malheureusement, l'obéissance aveugle est plutôt la chose rare, puisque nos groupes et nos structures hiérarchiques sont souvent lâches, et que tout se fait justement par cette vertu de fidélité, et je vais rentrer dans les détails, mais qui est essentielle, comme je disais, pour éviter le délitement de nos groupes politiques, pour permettre une restauration intégrale et reconstituer, justement, restaurer ces groupes, ces sociétés politiques traditionnelles. Donc, je disais nos familles, dans le mariage, dans la famille plus élargie, dans la paroisse, dans nos communes, mais aussi dans nos groupes politiques, dans nos sections, etc. Et donc, comme je disais, comme toute vertu, elle est difficile de pratique, et comme toute vertu, on peut aller contre elle, soit par excès, soit par défaut. Donc par excès, ça serait obéissance aveugle, par défaut, rébellion automatique. Ou, pour le dire autrement, par défaut aussi ce côté, donc, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, comme adultérin, enfin, cette tendance que nos contemporains ont, que nous avons aussi forcément d'une façon ou d'une autre, parce qu'on ne peut pas sortir complètement de l'influence de notre époque. Comme disait Aristote, nous sommes des animaux politiques, donc par définition nous sommes influencés par la société politique dans laquelle nous vivons, puisqu'elle nous est nécessaire. Et que donc il y a cette tendance un peu générale, plus ou moins, mais en tout cas on nous apprend qu'il est bon d'être complètement indépendant, de ne pas reconnaître d'autorité, et en pratique d'être infidèle, de changer tout le temps dès qu'il y a quelque chose qui ne nous va pas, dès qu'il y a une sensibilité qui est froissée, dès qu'il y a un petit grain de sable dans la machine. Il vaut mieux détruire la machine, la jeter et la remplacer, on nous dit, plutôt que de continuer, de faire avec, de prendre sur soi, etc. Hein, que ça soit, n'en parlons même pas pour le mariage qui a été complètement détruit, voilà, l'infidélité partout, que ça soit pour le travail, de plus en plus, que ça soit dans les écoles, que ça soit dans l'ambiance, on nous dit changer de travail tout le temps, etc., etc., etc. Et puis il y a toujours des bonnes raisons, hein, parce qu'évidemment, ça marche mal, donc les gens partent, plus les gens partent, plus ça marche mal, plus ça devient, comment dire, impersonnel, mécanique, etc. C'est une sorte de cercle vicieux qui se met en place. Aussi, mais aussi dans la religion, c'est un peu le côté qu'on pourrait appeler consumériste de la paroisse. On va à la paroisse qui nous plaît, on change de temps en temps, on s'engage mais surtout pas trop, voilà, parce qu'on veut ajuster les problèmes, dans le sens, comme disait saint François de Sales, là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie. Donc dans tous les cas, dans toute société humaine, ils auraient des problèmes humains. Je dirais, il faut pas être un grand clerc pour le deviner, mais en même temps, je pense que c'est de temps en temps pas mal de s'entendre dire, parce qu'on l'oublie, parce qu'on veut croire, comme je disais tout à l'heure aussi, un peu à la rousseauiste, que tout est beau, tout est joli, tout le monde est bon et tout le monde est gentil. Mais il y a toujours des problèmes. Et des problèmes qui viennent de personnes, par ailleurs, qui sont très vertueuses, très bonnes. Et parfois, la persécution peut venir de façon discrète et pas du tout comme des ennemis, mais en fait de gens qui sont des amis, des proches, des choses comme ça. Et c'est normal, c'est comme ça arrive. C'est pour notre édification, c'est pour notre accroissement vertu, c'est aussi pour les personnes. Et quand on regarde objectivement, on a pu aussi faire ça avec d'autres personnes, parfois même sans s'en rendre compte. Donc ça arrive, voilà. Donc je passe un peu à la suite. C'est le but de ce petit topo, c'est d'essayer de donner un peu des clés. Alors, comme je disais, c'est facile à dire, plus difficile à mettre en pratique, mais au moins ça permet d'essayer d'y réfléchir et d'avoir des petits repères pour essayer d'améliorer les choses en pratique. C'est en pratique, dans cette restauration intégrale, donc dans nos sociétés proches, que ce soit nous-mêmes, nos groupes politiques,
c'est comment à pratiquer le mieux possible cette vertu de la fidélité. Et j'ai mis en sous-titre combattre le diviseur. Combattre le diviseur, hein, c'est le démon, c'est le diable. Enfin, en tout cas, c'est lui qui a qui a nié, hein, c'est non serviam, je ne servirai pas, je ne serai pas fidèle. C'est le fondement de l'action du diable, hein, son première action, sa première péché, dont le motif était l'orgueil, était un péché d'infidélité. Au lieu de servir son roi qui était Dieu et qui est notre roi, qui est Dieu aussi, enfin qui est le roi des rois, et au lieu d'être fidèle à son créateur, il a dit non, je pars. Donc l'infidélité est tout à fait liée aussi au combat eschatologique que, qui rentre dans notre combat politique, parce que les deux sont liés, et c'est le diviseur par excellence qui nous montre le contre-exemple qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est quelque chose, je pense, de très important à retenir, parce que ça peut, quand on est confronté à la réalité, et qu'on a des grosses tentations de division, d'infidélité, de combat, vous savez, de petitesse, de, parce qu'il y a des, ben ça, sous en souvenir, ça peut nous permettre de nous aider à conserver cette fidélité, à conserver cet esprit de service. Un esprit de service qui demande toujours des sacrifices. Parce que qu'est-ce qui se passe en pratique? Et je le redis, mais je pense qu'il y a aussi des plus jeunes, les plus âgés le savent aussi. Je ne sais pas pourquoi, nous, enfin moi en tout cas, c'est des choses que personne ne m'a dit. Alors peut-être que c'est juste pas eu de chance et que tout le monde on leur dit ça, mais ben, c'est que quand, dans tout groupe humain, dès qu'on veut faire quelque chose, et quelque chose d'un peu de durable, et un peu de grand, ben, il y aura forcément des problèmes humains. Voilà. Ça, c'est un fait massif, universel, contre lequel on ne peut pas aller. Donc, il vaut mieux le savoir, d'une part, et il ne faut pas se décourager parce qu'on tombe sur ça, d'autre part. C'est normal. Et surtout, bon, quand c'est des ennemis, on ne s'étonne pas, mais que ça vient de gens qui sont nos amis, qui sont nos alliés, qui sont nos camarades, tout ça, c'est des choses qui arrivent. Alors, ça peut prendre toutes les proportions qu'on veut, plus ou moins systématiques, etc. Mais bon, ça arrive. Et là-dedans, l'idée, c'est de combattre le diviseur, en fait. C'est-à-dire que au moins nous-mêmes, de pas jouer cette carte du diviseur, de pas même, et c'est là où ça devient plus compliqué, même s'il y a des griefs. Alors, il faut dire les choses, mais enfin, il faut être. Il n'y a pas de règle générale. C'est à chaque cas où il faut appliquer la prudence, la vertu de la prudence, voir ce qu'il faut faire. En même temps, il faut savoir dire les choses pour pas que des choses pourrissent dans l'œuf. Mais en même temps, il faut pas non plus mettre le doigt où ça fait mal à chaque fois parce que ça peut énerver, exciter et empirer les choses. En tout cas, c'est souvent malheureusement, enfin, si on n'est pas dans une position de changer les choses à proprement parler ou de les changer en bien, parce que le scandale fait du mal, parce que le bruit fait du mal, le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit, comme on dit. Souvent dans ce genre de cas, il est très bon, en tout cas pour soi-même, de faire des efforts importants pour ne pas combattre le diviseur. Pour combattre le diviseur et pour rester fidèle à ses engagements, à ses paroles, au service au roi et au service à ses chefs. Et parfois, ou à ses camarades, ça revient souvent aussi au même, malgré les répugnances qu'on peut avoir d'un point de vue du sentiment, parce que bah, on est tous fait pareil, il y a des gens avec qui on s'entend bien, avec des gens avec qui on s'entend mieux. Alors si on a la possibilité, bah, là, on peut s'arranger pour éviter de trop travailler avec les personnes avec qui on a du mal avec travailler. Il ne faut pas être sadomaso. Mais malheureusement, dans nos groupes, souvent qui sont encore en nombre restreint, on n'a pas forcément le choix de choisir avec qui on travaille. Donc il faut faire de toute façon avec, comme en famille d'ailleurs. J'allais dire comme en ménage aussi dans un certain sens, parce que quand on vit avec une personne pendant longtemps, les années idylliques du mariage, les premières années, il y a toujours au bout d'un moment cette question de la persévérance qui se met en place, parce qu'il faut passer de, si vous voulez, comment dire,
d'un amour naturel à un amour surnaturel. Et cet amour surnaturel demande un détachement par rapport aux consolations humaines, par rapport aux attachements sentimentaux, etc. Il faut que ce soit la volonté qui prenne le pas et qui dise, ben, je décide de servir, je décide donc d'aimer, hein, dans le ménage c'est ça, d'aimer la personne, mais de façon ni sentimentale, ni passionnelle, ni purement humain, mais de le sublimer par un amour qui va jusqu'au sacrifice et au sacrifice de soi. Et petit à petit, bah, quand la restauration intégrale, ça comprend aussi ce genre de choses, c'est-à-dire de surnaturaliser, comme on pourrait dire, de perfectionner j'allais dire notre charité, notre volonté pour servir jusqu'au sacrifice de soi, de notre temps, de nos frustrations, etc., pour le bien commun, pour l'amour de Dieu, pour l'amour du prochain. Et ce qui est intéressant, alors, j'ai encore un peu de temps. Ce qui est intéressant, on peut savoir, hein, ce qu'on peut, disons, juger. Donc, c'est que ça soit un partenaire, que ça soit un chef, que ça soit un camarade, que ça soit un subordonné, que ça soit quelqu'un de familier ou de moins familier. Donc, je parle de la sphère donc des gens qui ne sont pas des ennemis déclarés. Vous voyez, les ennemis déclarés, finalement, ça peut être plus violent, ça peut être plus désagréable, euh, mais c'est quelque part plus facile aussi, puisque c'est clair. Là, je parle dans cette histoire de la politique de la fidélité en pratique, combattre le diviseur, je parle des cercles qui nous sont familiers, des cercles amis, de ceux qui sont nos alliés, de ceux qui sont les plus proches. Et comme là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie, il y a le diviseur qui travaille, et surtout qui travaille très fort dans ce qui marche bien, dans les œuvres qui sont vraiment bonnes et qui servent véritablement le bien commun et l'apostolat catholique, parce que par définition le démon n'aime pas ça. Donc quand il voit qu'il ne peut pas attaquer par l'extérieur, il va essayer d'attaquer par l'intérieur, et donc de mettre la zizanie, de semer les semences de la division, et de pousser tous les mauvais sentiments, l'esprit de discorde, l'esprit de, disons, râler, de trouver la petite bête. Voilà. Et ça, il faut le savoir. Donc, il faut le savoir, il faut le savoir et combattre ça frontalement. Et il n'y a pas de recette miracle. Mais déjà, savoir que c'est le genre de choses qui arrivent, ça permet de se bétonner. Donc, quand ça se passe bien, et qu'il n'y a pas ces problèmes, parce qu'il y a des moments où, évidemment, ça se passe bien, il n'y a pas ce genre de problème, bah, savoir qu'un jour ou l'autre, ça va arriver. Et c'est déjà, disons, se préparer dans le sens poser les pierres pour se faciliter la fidélité quand ça sera plus compliqué, et installer une franchise avec nos camarades, nos chefs, nos subordonnés, qui permettent de désactiver beaucoup de problèmes humains qui souvent ont leur source aussi dans des choses d'imagination, parce qu'il y a des non-dits, parce que les gens s'imaginent des choses, et parce que, vu le contexte actuel, on n'a pas forcément la possibilité de voir les personnes en face tous les jours. On est obligé de communiquer, que ce soit par courriel, par message, voire par téléphone, donc de façon plus distanciée, plus éloignée. Et on sait très bien que ce soit par message ou quoi, on peut dire des choses qu'on n'aurait pas dit par exemple en face à face, on peut être indélicat. Parfois sans s'en rendre compte, il faut faire attention par rapport au message, ça c'est un petit truc pratique. Mais faites toujours très attention au message, et plus ce que vous avez à dire à quelqu'un est important, peut-être comment dire, délicat, etc., plus il faut que ça soit un moyen de communication réel et charnel. Donc évidemment le face à face est le mieux. Si on peut pas, le téléphone, c'est mieux que le message. Et il vaut mieux vraiment éviter par exemple le message pour dire des choses graves et sérieuses, parce que ça souvent
alors déjà, c'est pas forcément facile à trouver comment la façon de le dire, et souvent en pratique, ça peut créer, ça peut être l'occasion d'aggraver en fait le problème qu'on veut régler, de créer une rupture, etc., etc. Alors que quand c'est par téléphone, ou que c'est mieux en face à face, le bon Dieu fait bien les choses. Quand on a quelqu'un en face, euh, on dit les choses un peu moins facilement, donc on est un peu plus courtois, mais quand même, on arrive quand même à dire les choses. Et puis, quand il y a une discussion qui se met en place, on peut trouver une solution par le haut. Voilà. Alors que quand ça passe par. Et quand je dis par écrit, évidemment, plus que ça soit la tartine que vous recevez un jour en disant mais qu'est-ce qui. Ouh là là, le type explose un jour, j'ai rien vu venir, ou que ça soit les petits messages qui peuvent être compris, très mal compris parce qu'on a oublié de dire bonjour, au revoir, merci. C'est des petits trucs aussi, c'est tout bête, mais quels que soient les griefs, quelles que soient les choses, les conflits qu'on peut avoir, de rester toujours courtois et poli. Et c'est pas contradictoire avec être franc et clair. Voilà, il faut savoir dire les choses, etc. Tranquillement, voilà, tranquillement. Aussi, comment dire, petite chose, le faire à froid, hein, ne jamais réagir à chaud. En général, la colère dans ce genre de choses est de très mauvais conseils. Alors, ce que je dis, c'est des choses de bon sens, mais qu'en fait, en pratique, on peut avoir du mal à pratiquer, donc c'est pas mal de les redire de temps en temps. Réagir à froid, éviter de réagir à chaud parce que la colère est très mauvaise conseillère. Et quand on dit quelque chose, même si c'est vrai, même si c'est nécessaire de le dire, parce que parfois il faut dire des choses et bien, s'assurer que quand on les dit, quand on les écrit ou quoi, on le fait que avec les personnes nécessaires, que ça soit le moins public possible, parce que c'est toujours le scandale n'aide pas. Alors parfois il faut que ça soit un peu plus, voilà, mais toujours être très prudent, parce qu'un scandale ça se récupère jamais. Enfin, plus c'est public, plus c'est difficilement récupérable si on se trompe. Donc il faut être très très prudent avec ça. Et je pense là par rapport à l'affaire du collier de Louis XVI en 1785. Oui, ça n'a rien. Enfin, c'est un exemple tout à fait concret dans une histoire. Je ne vais pas rentrer dans cette histoire qui est assez rocambolesque et d'imbroglio euh, où le roi et la reine étaient absolument dans leur bon droit de ça, mais où il y a eu peut-être là à ce moment-là quand même une erreur politique de Louis XVI d'en avoir voulu faire, même si c'était justifié. Le prince de Rohan avait fait n'importe, enfin avait fait de graves fautes, euh, etc. Mais voilà, Louis XVI a voulu en faire un procès public qui a donné le, qui a donné les armes à tous euh, op- les opposants du pouvoir royal, euh, de faire du mal, beaucoup de mal dans l'opinion publique, et c'est sûr que ça n'a pas aidé après à la révolution. Ça, c'était un exemple. Donc, ça aussi des petites règles prudentielles, et, voilà, faire en sorte que ça soit de réagir à froid, de le faire avec une méthode la plus important, et plus le faire avec la méthode la plus charnelle possible, donc face à face si possible, téléphone si on peut pas, ou ce genre de technologie, la vidéo, et le message écrit en dernière instance. Le message écrit, c'est très pratique pour les choses logistiques, etc. Et ne jamais oublier, même dans les choses logistiques et tout ça, de rester poli, courtois, euh, parce que sinon on prend l'habitude d'être un peu rude avec les gens finalement, et qui peuvent en fait froisser. On peut se faire être froissé comme ça aussi, et ça donne des tentations supplémentaires, euh, des billes au diviseur qui sont inutiles. Ne les dons pas. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça, disons. Euh, donc, hein, face à face, réagir à froid. Et voilà, dire que les choses enfin, voilà, faire attention comment on dit les choses et qu'est-ce qu'on dit. Autre petite chose aussi, c'est que souvent,
d'autant plus avec des gens qui sont proches, où on est vraiment, vous voyez, convaincu qu'on sait, pratiquement avec des gens de la famille, j'allais dire, enfin, qui sont pas forts, de notre famille politique, il faut jamais s'oublier qu'on est de toute façon des alliés objectifs et que personne n'est parfait. Euh, donc, euh, ça dépend, mais parfois faire le dos rond, ça marche un peu mieux que rentrer dans les brancards. Enfin, c'est toujours pareil, en fait, à l'heure actuelle, avec les technologies, les choses qui pourraient être privées se deviennent très vite publiques ou semi-publiques. Et ça aide pas. Et ça crée des divisions, ça crée des histoires, ça crée de l'imagination. Autre petite chose prudentielle, ce qui est toujours bon, c'est d'éviter à l'imagination de travailler. Et là, dès qu'on est dans une position où on est un peu chef, c'est très important de bien toujours clarifier les choses dès le départ pour pas qu'il y ait euh, vous savez, d'amour-propre froissé. Alors parfois, il y a des amours-propres qui doivent être froissés, c'est pas la question, mais même quand un amour-propre doit être froissé, aidons-le à ne pas être bien, à ne pas, enfin voilà, et aidons notre ami, notre camarade, etc., qui à un moment-là fait quelque chose qu'il ne faudrait pas faire, ou qui va un peu loin, machin, de le prendre quand même dans le sens de le poil et de l'aider. On a tous eu ça, c'est normal, on est comme ça, on est des hommes. Notre amour-propre, il n'arrête pas de se dresser et de nous faire croire qu'on est les meilleurs, et de vouloir croire que la façon dont on veut faire, c'est la meilleure, et de nous faire perdre notre objectivité, etc. Donc, quand on le remarque et que ça n'arrive pas à nous, mais à d'autres, passons du beurre et imaginons que nous sommes à sa place et imaginons la façon dont on aimerait qu'on qu'on nous aide à nous faire rendre compte de ça, de corriger, etc. Donc, voilà. Être doux, hein, à l'exemple de notre Seigneur pour le coup, tout en étant ferme quand il faut être ferme, mais la fermeté n'exclut pas la douceur. Douceur, fermeté, indulgence. Douceur, fermeté, indulgence. C'est des vertus importantes de la royauté chrétienne. C'est des vertus qui sont prônées dans la Bible, dans le livre de la sagesse par exemple, que les bons rois sont doux, fermes et indulgents. C'est-à-dire toujours doux, donc dépassionné pour le bien de la personne en face, ferme en même temps, parce que si on veut le bien de la personne qui châtie bien, qui aime bien, châtie bien aussi, il est jamais bon de laisser quelqu'un ni dans l'erreur, etc., etc. Mais indulgent, c'est-à-dire ben, on n'est pas parfait, on sait qu'on n'est pas parfait, on sait qu'on met du temps à progresser aussi dans la vertu, et il faut déjà se voir soi-même, hein. Regardons notre poutre avant de regarder la paille dans les yeux des autres. Et donc savoir être indulgent, pardonner, ne pas aller trop vite en besogne, etc. Et je le rappelle, et je vais bientôt terminer pour laisser la place aux questions s'il y en a, que c'est le diviseur attaquera toujours et attaquera fortement justement les groupes qui travaillent vraiment pour le bien commun. Et donc euh, c'est facile à dire, c'est plus difficile à mettre en pratique, mais surtout, et c'est normal, parce que si vous voulez, c'est comme quand on trouve un trésor et qu'on commence à toucher des choses qui sont très vraies, donc la doctrine légitimiste, notre histoire, et qu'on réalise la foi catholique, et qu'on commence à découvrir ce trésor, et qu'on s'approprie ce trésor, on devient tout d'un coup très riche, en fait, que ce soit spirituellement, intellectuellement et tout ce qu'on veut. Et, et c'est malheureusement naturel, enfin je veux dire, c'est parce qu'on est des hommes, cette richesse subite, d'un point de vue qu'elle soit spirituel, moral, intellectuel, comparée à l'état de misère où on pouvait être il y a ne serait-ce que quelque temps, bah, comme j'allais dire d'un point de vue matériel, le nouveau riche a tendance à créer un peu un esprit de parvenu. Vous voyez ce que je veux dire d'un point de vue spirituel. On s'approprie toutes ces choses-là, ces vérités, etc., comme si elles deviennent nôtres, effectivement, mais comme si c'est comme si c'est nous qui les avions créées, alors que c'est pas du tout vrai. On, euh, on en profite parce que c'est Dieu qui nous les donne, parce que c'est notre histoire qui nous donne, parce que c'est nos ancêtres
les nombreux saints, les nombreux ancêtres qui ont été vertueux, qui nous affinissaient ces exemples, et nous ne sommes que des héritiers, que des successeurs, que des bénéficiaires de tout ça. Mais forcément, quand on acquiert ces trésors, on a tendance, comme quelqu'un qui hériterait dans sa famille et qui peut décider de ce qu'il fait de l'héritage, il pourrait avoir cette mauvaise tendance à dire, bon, j'en fais ce que j'en veux, je le dilapide, je me l'approprie, c'est moi qui décide, etc., etc. Cette tendance est humaine, éthologique, qui arrive, mais il faut la combattre, il faut la combattre. Il faut la combattre parce que, et pour la combattre, parce qu'elle entraîne ces choses de division. Elle peut aussi être répulsif pour les nouveaux, parce qu'en fait, ce trésor, au lieu de le transmettre, on le rend presque répugnant, parce que on peut en fait, sans s'en rendre compte, être pris par l'amour propre. Euh, et surtout, il faut se souvenir que, en fait, par rapport à la misère d'avant, on est peut-être certainement riche, mais comparé à des gens bien plus riches, j'allais dire spirituellement ou quoi, on est en fait pas grand-chose. Et voilà. Et puis que surtout, ce trésor ne nous appartient pas. Ce qui aide à exciter l'esprit de service et fidélité. Donc c'est quelques petits éléments. En tout cas, en général, on pourrait le décliner, mais sur énormément de choses. C'est ce combat de ce diviseur. Et pour finir, un peu en guise de conclusion, pour les derniers mots, c'est quelque chose, et c'était véritable pratique de cette restauration intégrale, parce que c'est ça qui va créer les liens politiques absolument forts, qui fait que quand il y aura des accès chauds, quand il y aura des persécutions ouvertes, quand il y aura du combat politique, peut-être même physique, vous voyez, du fait même que, avec nos camarades, nos amis, etc., on a passé par ces fourches codines de, de la société politique réelle, avec tous ces problèmes, et qu'on a réussi à les surmonter, ça approfondit le lien politique. Parce que le lien politique est une amitié politique. Cette amitié politique devient profonde, et on va aimer nos camarades politiques, d'un point de vue avec de vraies amitiés, qui ne seront pas simplement des amitiés de compatibilité d'humeur, d'intérêt immédiat ou autre, mais qui sont un amour bien plus profond, parce qu'il aura justement surmonté ces incompatibilités de caractère, d'humeur, euh, qu'on aura supporté les uns les autres ses défauts. Je rappelle que supporter les défauts du prochain, c'est une vertu de miséricorde très importante. Supporter ses propres défauts aussi, parce que parfois on peut aussi, ça dépend des moments, mais on peut aussi avoir la tendance du diviseur envers nous-mêmes. Mais c'est important d'être patient et de supporter ses défauts. Et quelque part, quand on surmonte tout ça, on approfondit notre amitié politique, qui arrive au stade du service vraiment, qui se sacrifie et qui aime la personne profondément, et j'allais dire surnaturellement. C'est-à-dire vraiment pour Dieu, vraiment pour le roi, vraiment pour le service, vraiment pour la personne telle qu'elle est, et non pas pour nos sentiments. Évidemment, si on a nos sentiments, tout ça, c'est tant mieux, c'est très bien. Mais il ne faut pas d'attachement sentimental. Il faut, quand les sentiments sont là, c'est très bien, et on peut les utiliser pour nous aider. On n'est pas ni des anges ni des bêtes, on est des hommes. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand ces tentations du diviseur arrivent pour détruire nos sociétés politiques dans lesquelles on vit, que ce soit la famille, enfin que ce soit le ménage, la famille élargie, la paroisse, très important pour la paroisse aussi, tout ce que je dis s'applique à la paroisse, nos groupes politiques, voire les villages. En fait, ces tentations du diviseur sont des grâces, parce que quelque part, c'est le bon Dieu qui nous envoie qui nous autorise ces tentations pour nous dire, ben voilà, c'est le moment d'approfondir votre lien politique, votre amitié politique. C'est
de renforcer cette unité politique dans le groupe. Et en fait, c'est des sortes, j'allais dire, d'entraînement de commando, spirituellement parlant, pour préparer un avenir. On ne sait pas ce qui va arriver, mais la Providence le sait bien pour nous, qui va peut-être avoir des situations concrètes et politiques où il faudra être excessivement soudé, avoir vraiment ce lien politique approfondi. Et quelque part, toutes ces tentations, toutes ces divisions, toutes ces hommeries dans nos relations politiques qui sont parfois très pesantes, qui peuvent être très pesantes, qui peuvent être très confrontantes, qui peuvent nous inquiéter, nous plomber, etc. Quand on arrive dans ces moments-là, souvenons-nous que c'est en fait une très grande grâce et une très grande chance pour justement approfondir notre amitié politique, passer au-delà de l'attachement humain, surnaturaliser ces relations, et qu'en fait ça prouve bien que le bon Dieu, s'il nous envoie ça, c'est qu'il pense qu'on est capable de surmonter ça, et que les groupes politiques auxquels on fait partie ont une vocation plus grande que ce qu'elles font maintenant. Puisque, comme je disais, vous savez, c'est comme tout entraînement militaire. Quand vous voyez, si moi je suis général ou roi, si je veux envoyer un commando pour aller faire une mission bien choc, bien difficile, l'entraînement il va être costaud. Si vous voyez comment s'entraînent la légion étrangère dans la jungle d'Amazonie, ils sont. De temps en temps, il y en a qui meurent, quoi. Enfin, je veux dire, ils risquent leur vie dans l'entraînement, mais c'est parce qu'il faut bien arriver à un entraînement de ce niveau-là pour arriver derrière à vraiment faire la volonté du roi, la volonté de Dieu, quand la situation politique l'exige. Et pour ça, il faut un entraînement. Et l'entraînement, c'est finalement aussi. Alors nous, on peut s'imposer une partie de l'entraînement, autant ne pas attendre que finalement les tentations sont les entraînements imposés par le bon Dieu à l'extérieur pour nous aider, mais si nous-mêmes on fait l'effort directement de devenir plus vertueux, il y aura peut-être moins de ce genre de tentations qui sont nécessaires. Enfin, il y en aura toujours, hein, il ne faut pas se leurrer, et de croire. Mais que c'est un bon signe, puisque ça veut dire que si on nous voit cet entraînement, c'est-à-dire qu'on veut nous envoyer une mission qui est qui est, euh, qui est importante, quelle que soit la mission, enfin, ou pas, mais enfin, une mission quoi, qui a à remplir. Et quand il n'y a jamais de tentation, et si quelqu'un dit qu'il n'y a jamais ce genre de choses, alors je ne sais pas, soit il s'en rend pas compte, soit il n'y a aucune mission qui lui est envoyée, soit il vit pas avec des hommes, mais je sais pas s'il vit tout seul ou quoi, mais où il y a des hommes, il y aura de l'hommerie, ça, il y a pas de doute. Voilà, donc j'ai essayé de donner des petits trucs pratiques, de donner des directions un peu générales, et de aussi donner des petites, j'espère, des choses qui peuvent un peu aider dans le cas où on est confronté de ça, d'un point de vue pratique, d'un point de vue psychologique, pour être patient, pour persévérer dans la fidélité, et pour surnaturaliser nos amitiés politiques, pour ne pas trop se recroqueviller sur notre amour propre, et toujours essayer de se mettre, voilà, de comprendre la situation des autres aussi, parce que souvent, parfois, les choses qui arrivent assez souvent, c'est classique, que, comme je disais un peu sur les non-dits, que certains conflits ou certains problèmes viennent de non-dits et euh, de pudeur qui fait qu'on ne confie pas par exemple aux autres des gros problèmes qu'on a personnellement. Je sais pas, que ça soit familiaux, que ça soit paroissiaux, que ça soit de boulot. On a perdu son boulot, j'en sais rien. On s'est persécuté à l'entreprise, à l'école, tout ce que vous voulez. Et que à nos amis, on a un gros problème par exemple comme ça, et au lieu de le confier, on ne le confie pas. Donc les autres s'attendent ils se pensent qu'il n'y a pas de problème. Donc ils s'attendent bien qu'on fasse comme d'habitude, mais on fait pas comme d'habitude. Par exemple, on fait des erreurs, donc on froisse des gens même sans s'en rendre compte s'il faut. Et les gens après peuvent nous le reprocher. Peut-être d'ailleurs, tout ça, c'est pas à tort, mais ça leur rend le combat contre ces mauvais sentiments plus difficile, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi tout d'un coup, par exemple, quelqu'un qui devait faire quelque chose ne le fait plus.
par exemple. Et dans le bénévolat, ça arrive très souvent et c'est toujours très fatigant et très difficile de donc, compter sur quelqu'un et puis tout d'un coup, pouf, hop, ça disparaît. Alors, il y a notre instabilité contemporaine qui fait qu'on a du mal à persévérer dans quelque chose. Ça, c'est quelque chose de général, mais aussi, il peut y avoir des éléments de changement de compte de boulot, de mariage, de mise en ménage, enfin de mariage, de plein de choses. Et c'est bien, entre amis, il faut aussi se dire les choses, et ce genre de choses aussi. Il ne faut pas avoir cette sorte de fausse pudeur, de faire semblant de ne pas avoir de problème ou pas être parfait. Tout le monde a des problèmes, personne n'est parfait. Ça, ça combat directement le diviseur parce que ça montre qu'on fait confiance à l'autre. Et ça peut permettre parfois de trouver des solutions, parce qu'on peut avoir des conseils aussi, etc. Et de désactiver un certain nombre d'incompréhensions qui peuvent avoir des, comme je le dis, ces conflits peuvent avoir des, souvent ont quelque chose ont des justifications matérielles. Hein. Ça peut être parce qu'on est impoli dans les façons de courriel, parce qu'on ne répond jamais, on répond tardivement, parce qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire, parce qu'on est, je sais pas présent en réunion du groupe de façon de répéter, parce qu'il y a quelqu'un qui nous revient pas, et parce que ce quelqu'un ne nous revient pas, euh, on va pas voir notre groupe, et en fait les autres, enfin, on punit aussi les autres juste parce qu'on n'arrive pas à aller contre un sentiment, alors qu'il faut travailler quand même avec la personne. Je sais pas, il peut y avoir plein de choses de ce style-là, et qui sont en fait toujours très bêtes quand on y réfléchit, qui sont parfois très difficiles intérieurement d'un point de vue du sentiment à combattre, mais qui sont objectivement parlant des pécadilles, et que si on surmonte, en fait, c'est pas si compliqué à surmonter. Quand on surmonte, on fait vraiment beaucoup de bien pour soi-même, pour le groupe, et ça fait avancer les choses très rapidement. Donc c'est ce que je disais, c'est que ce genre de tentations sont à la fois très plombantes si on n'y fait pas attention et qu'on les combat pas tout de suite de front, mais en même temps elles sont très euh, aidantes, très perfectionnantes, elles nous aident à faire de la restauration intégrale si on les prend bien. Euh, et enfin, voilà, et juste en postiche, c'est et comme je disais toujours, important, c'est les relations personnelles. Voilà. Si vous avez une relation personnelle, que ce soit face à face ou par téléphone, c'est vraiment les deux choses que je conseille. Et je sais que parfois on n'a pas le téléphone ou ce genre de choses, mais voilà. Mais par définition, si on a une répugnance à le faire, c'est que justement, il y a peut-être un. Quand vous sentez que, par exemple, avec quelqu'un, vous n'avez plus envie de lui parler, que vous avez même plus envie de le croiser, et que vous préférez toujours communiquer par courriel, c'est qu'il y a quelque chose là peut-être qui est à régler déjà. Avant que ça empire, forcez-vous, par exemple, à parler, à avoir des conversations en direct. Forcez-vous à être poli, évidemment. Et forcez-vous à aller voir la personne pour déjà désactiver dans l'œuf ce qui. Parce que souvent, ce genre de choses, c'est aussi confrontant par rapport à soi-même. Et notre amour-propre fait qu'on se cache à soi-même nos propres torts. Et qu'en tout cas, on veut pas se regarder en face sur ça parce que c'est désagréable. C'est désagréable, mais si on fait cet effort qui est désagréable dès le départ, souvent ça tombe tout d'un coup et après c'est beaucoup plus simple. Alors que si on le fait pas, les choses s'empirent petit à petit ou parfois moins petit à petit. Ça dépend des tempéraments. Hein. Quelqu'un qui est colérique, ça peut péter plus vite. Mais bon, l'avantage de la colère qui pète, c'est que quand c'est entre hommes, et si c'est en direct, c'est qu'on si on peut se raccommoder facilement. Il faut pas se mettre en colère. Hein. Je dis pas ce que vous comprenez bien ce que je dis. Euh, mais la chose qui pourrit dans l'œuf n'est vraiment pas bonne non plus. Donc voilà, combattons ça. Et malheureusement, là, donc, ce que je voulais dire, c'est que pour les cas de gens qu'on ne connaît ni directement, qu'on n'a jamais eu au téléphone, et qu'on ne sait pas exactement qui c'est, et dans nos combats politiques réalistes, parfois, forcément, on a affaire à ça.
qui a juste des communications lointaines, par message, par commentaire ou je ne sais quoi. Alors c'est toujours embêtant, c'est toujours délicat parce que là les gens, en plus s'il y a un peu d'anonymat sur les réseaux sociaux, tout ça, les gens ont tendance à s'exciter tout de suite. Ça peut être blessant, ça peut être insultant, manque de courtoisie, tout ce qu'on veut. Bon bah là il faut être patient, il faut pas rentrer dans cette logique, il faut éviter évidemment tout ce qui est anonyme le plus possible parce qu'on dit beaucoup plus que ce qu'on pense souvent comme ça. Quand c'est encore pire que juste l'écrit. L'écrit anonyme est encore le degré au-dessus, finalement, dans ce qui est les relations personnelles. Et ce souvenir, c'était une sorte de devise euh, que bon, mentor politique, on pourrait dire, fondateur de Vixa Égalier et un militant royaliste, très 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 bon, très bonne personne qui est toujours dans le combat et qui aide toujours, mais qui forcément est un peu plus âgé, donc n'est plus en première ligne, et qui disait toujours qu'il ne faut pas se tirer dans les pattes entre alliés, entre légitimistes. Voilà, alors, on n'a pas le luxe de faire ça, et qui est nécessaire de faire très attention avec ça, sachant qu'évidemment, et ça aussi il faut combattre ça, et j'espère que dans l'esprit du CAL, c'est ça aussi. Comme je disais pour l'histoire un peu des parvenus tout à l'heure, sachant que dans ces milieux royalistes, malheureusement, on peut avoir un certain nombre de personnes qui sont, disons, comment dire, par le trésor d'avoir découvert cette doctrine et par ce côté, je ne sais pas comment dire, courtisan un peu, ou des choses comme ça, enfin de par roi interposé, de nourrir un peu, sans se rendre compte souvent, hein, c'est ça qui est une sorte d'amour-propre ou d'orgueil, qui peut faire que on a des remarques qui sont désobligeantes, etc. Bah, en tout cas, entre alliés, entre légitimistes, nous ne tirons pas dans les pattes. Quand c'est des gens qu'on ne connaît pas qui sont à l'extérieur et qu'on ne peut pas utiliser les moyens de la rencontre face à face ou du téléphone, soyons patients, évitons l'accrochage, ça sert à rien, ça fait que du scandale et puis on peut pas le résoudre. Voilà, et évitons de rentrer dans les brancards. Et enfin, et j'arrête avec ça et puis on va passer aux questions, c'est pour ça qu'il est aussi tout à fait très important de participer à la vie légitimiste, donc qui commence dans les cercles, les groupes locaux, ce genre de conférences qui permettent de se connaître un peu mieux aussi que par message, évidemment, et aux événements réels, enfin, je veux dire, total, enfin, oui, réel, que ça soit un pèlerinage, que ça soit le camp Chouan qu'il y a cet été, une université d'été légitimiste, ça peut être via des actions militantes, tout ce qu'on veut, voilà. Mais donc de connaître, d'apprendre à connaître les gens. Voilà, donc je m'arrête là.